Kabila, Nanga, Félix Tshisekedi, 3 dangers pour la République. Ce sont les 3 qui ont créé les conditions qu'il y a aujourd'hui et nous pensons que son retour devait être considéré comme un non-événement. L'avantage pour lui, il a des peureux en face de lui. C'est-à-dire que l'UDPS a paniqué. Voyez-vous, en paniquant, ça donnait de la matière et les gens commencent à réfléchir. Moi, j'ai posté une photo d'un véhicule et je vois quelqu'un dire « Non, vous savez déjà que Félix Kabila va entrer par Goma. Cela va confirmer que c'est lui qui financerait le M23. » Oui, même s'il finançait le M23 ou il ne finançait pas le M23, qu'est-ce que vous faites pour les stopper? Apparemment, à cette question, personne n'y répond là. Moutamba répond à cette question. Non, Moutamba, qu'il y a des enquêtes en cours. Non. Et au moment opportun, on le fera arrêter si possible. Non. Moutamba, il a promis d'arrêter Kagame. Qu'il fasse ça d'abord. Son chef a fléchi. Vous pensez que Kabila a le niveau de Moutamba? Vous pensez que Kabila a le niveau de Moutamba? Il y a trop d'excès des ailes. Vous savez, c'est ça la jeunesse en fait, l'immaturité. Il doit éviter d'entrer dans des guerres qui les dépassent. Il n'a pas le niveau. Vous, personnellement, comment vous comprenez son choix de rentrer par la partie orientale? Jusqu'à preuve du contraire, Kabila est congolais. Personne ne nous a démontré qu'il n'était pas congolais. Il est en droit de rentrer chez lui. S'il y avait un dossier en justice, qu'on donne le numéro du dossier. Qui a porté plainte? Qui est en train de poursuivre Kabila? Sur quel dossier? Il n'y en a pas. Lui-même a les preuves chez lui à la maison ou dans ses cheveux. Personne ne connaît si Kabila a enfreint les lois de la République. S'il doit rentrer, il doit rentrer. Et si en rentrant, il va affronter la justice ici. Alors, l'entrée, il peut entrer par Kisangani. Tikala Seko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moussika, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Le temps détruit tout ce qui se construit pas sans lui. Il est important d'intérioriser cela et de travailler de telle sorte que notre pays ne soit pas balayé par les événements de toutes sortes, par les vicissitudes liées à la vie d'un État, sachant que la vie d'un État n'est pas un long fleuve tranquille. Nous sommes contents de vous avoir et de savoir que vous êtes nombreux, des milliers à nous suivre et à nous regarder. Et au travers de ce nouveau programme, nous avons le sentiment ou l'espoir que vous passerez du bon temps des télés, comme on aime toujours le dire. Merci de nous retrouver, vous qui nous suivez depuis Kabeya Kamwanga. On est content que vous soyez là. Avec un invité que vous appréciez tant, et dont la pertinence n'est pas sujette à débat, nous allons décortiquer, éplucher tout le grand sujet de dernière heure. Nous allons notamment parler de cette annonce du retour de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, au pays. Beaucoup y voient beaucoup estime que son annonce renforce le doute quant à ses intentions. Mais pour ceux qui le soutiennent, on estime que son retour est salutaire et il devra se consacrer à la résolution de la crise qui secoue notre pays dans la partie orientale. Fini les consultations, l'heure du bilan, on en parle. Est-ce que
pouvons-nous déjà nous faire une petite idée de ce que sera le prochain gouvernement d'union nationale ou d'ouverture selon ce qui a été communiqué? Un gouvernement, quel profil, pour combien de membres exactement? Nous allons poser la question et puis nous allons chuter pour parler de la question entre Kinshasa et la délégation du 23. Pour l'heure, nous ne savons pas grand-chose sur ce qui a été dit, mais nous pouvons affirmer sans peur d'être contredit ni d'être cravaté que la délégation du M23 a posé des préalables qu'ils appellent mesures de confiance pour comprendre tout cela avec Alain Bolodja qui est avec moi sur ce plateau. Comment allez-vous? Bienvenue chez nous. Merci en tout cas pour l'opportunité. Dieu fait grâce, on est là. La santé, j'espère que ça va... Dieu fait grâce. Ça se dégage déjà. Dieu fait grâce. Avant de monter sur ce plateau, vous taquinez un peu. Est-ce que vous êtes passé par aussi l'IDPS en tant que l'une des filles aînées de l'opposition? Tout le monde, semble-t-il, est passé par l'IDPS. Même si ce n'est pas le tout premier parti d'opposition. Le premier parti d'opposition, c'est l'EPALU. Bon, personnellement, moi, je considère l'IDPS comme un cancer. Mon tout premier parti, c'était le FONUS. Olinga Nkoy était un allié d'Étienne Tshisekedi. Voyez-vous, j'ai commencé ma lutte dans la société civile. Et on s'est focalisé essentiellement sur les personnes vulnérables, les veuves et les orphelins. C'était ça, en fait, la vision de ma maman. Nous avons commencé, moi, personnellement, je me suis engagé, c'était en 1997. On a eu à financer certains projets et puis elle a créé sa fondation. Après FONUS, j'ai repris mes études et puis j'ai intégré PANADER, Parti national pour la démocratie et la République, avec Jean-Marie Boulambo Kilosho qui était un élu de Bukavu. Il a assumé plusieurs fonctions et c'est lui qui avait récupéré le parti qui était créé par les étudiants, l'essentiel des étudiants de l'INIKIN. C'était créé à Kogelos, juste derrière le plateau de professeurs. C'est-à-dire que si je peux avoir des liens avec l'UDPS, peut-être par le biais d'Olinga Nkoy, mais en moi, il n'y a rien de l'UDPS. Parce que, déjà au départ, je ne faisais pas trop confiance à la classe politique. Vous? Et quand je m'étais engagé chez Olinga Nkoy, c'était effectivement sur orientation de Patrice Aimé Sesanga, le papa d'Eli Sesanga, mais aussi de Madame Zouzi. Je ne vais pas donner d'autres éléments parce que vous comprenez. Et donc, c'est elle qui m'a dit d'aller vers Olinga Nkoy. Et donc, je n'ai pas de lien avec l'UDPS, mais je constate que l'UDPS, c'est un fourre-tout. L'UDPS est aux antipodes de valeurs démocratiques. Comment ça? J'aime la liberté, j'aime la démocratie. Là où tout est calqué à l'image d'une famille, ça ne m'intéresse nullement. L'UDPS originelle, c'était l'UDPS des 13 parlementaires avec l'initiative de Panangila. Cette UDPS-là n'existe pratiquement plus. Au fil du temps, il y a eu UDPS, je dirais, une sorte de mixture de 13 parlementaires et de mouboutisme. Ils ont créé l'UDPS. Et dans cette UDPS, il y avait Kibasa, Etienne Tshisekedi et les autres. Tshisekedi a été frondeur de l'UDPS. Il a créé UDPS. Et ça a créé un problème d'homonymie. Et c'est comme ça que l'État est intervenu pour faire la démarcation entre les deux. Ils ont ajouté Bar Tshisekedi. C'est-à-dire que c'est déjà un parti à l'image d'un individu. Ce n'est pas le christianisme. Voyez-vous, on ne peut pas créer un parti avec le nom d'un individu. Et à partir de quel instant Etienne Tshisekedi s'est écarté du combat prôné par les 13 parlementaires? Bon, déjà, lui, il était le 13e parlementaire, justement parce qu'il était envoyé en mission. Pas le 10e ni le 7e.
Non, j'ai dit, il était le 13. Ils étaient au nombre des 13. Les 13. L'initiative est venue des Panangi, là. Lui, il est venu après. Après. Voyez-vous, en venant après... Le tout dernier à s'ajouter sur la liste. Bon, là, je ne sais pas, mais je les classe, je prends parmi les 13, il était le 13e. Ok. Voyez-vous? Et dans sa position-là de 13e, il était envoyé en mission justement pour orienter les choses. Parce qu'au départ, nous devons savoir que l'idée n'était pas de créer un parti politique. L'idée de créer un courant de pensée au sein du MPR. Parce qu'il était cofondateur du MPR. Voyez-vous? Et c'est après, en 1998, qu'ils ont commencé à formaliser. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, voyez l'UDPS actuel, ça fait partie du bilan de Joseph Kabila. Expliquez-vous. C'est lui qui leur a accordé l'agrément. C'est-à-dire, pendant tout le temps que vous voyez l'UDPS dans la rue, depuis 1992 jusqu'en 2006-2009... Fonctionnait dans l'illégalité. Bon, pas dans l'illégalité, mais il n'avait pas l'agrément. Ça veut dire qu'il fonctionne dans l'illégalité. Non. Il n'avait pas d'agrément. On parle de l'agrément. On ne parle pas de la création. L'agrément, c'est-à-dire on agrée, voyez-vous. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à avoir leur statut. Fort malheureusement, ils ont gardé le même logo. Et même quand ils parlent, généralement, ils confondent l'UDPS et UDP Tshisekedi. Donc, depuis longtemps, vous n'avez jamais été attiré ou subjugué par l'idée de rejoindre l'UDPS? Non, moi, personnellement, je n'aime pas qu'on arrive à personnifier la pensée. C'est pas la pensée en termes d'idée force, mais qu'on n'arrive pas, qu'on n'impose pas aux autres sa pensée. Ça doit être le fruit de la confrontation. Voyez-vous, je suis plus dans la dialectique. Et eux, ils sont... Vous avez vu quand ils ont lancé le débat sur le changement de la Constitution. On va exécuter les testaments de Etienne Tshisekedi. Ils n'ont même pas lancé les débats. Ils ont levé l'option de... Non, mais ils avaient lancé les débats. De changer la Constitution. Non, mais effectivement, ils vont le faire en enfer. Ils ont lancé les débats en nous disant qu'ils devaient exécuter lancer les débats au sein de l'opinion, mais pas à l'interne. Non, même à l'interne. Ils n'ont pas eu ces débats-là. Ils n'ont pas eu le débat. À l'interne, cela a été décidé. Non, ça n'a même pas été décidé. Ils sont obligés d'appliquer. Parce que quand vous parlez de décisions, c'est comme s'il y avait une concertation. Non, c'est un testament. C'est-à-dire qu'on leur a imposé d'exécuter ça. Mais on ne leur a pas donné les matières à toucher. Aucune concertation, même à l'interne. Non, mais le parti est créé à l'image. Tous sont des adeptes. Etienne Tshisekedi était un gourou. Et la progéniture en a profité. Tel que nous sommes là, le parti est bloqué. De manière fonctionnelle, ces partis-là n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le dispositif ou les dispositions statutaires réglementaires ne sont plus respectées. D'après leur philosophie, après l'absence prolongée d'un président, c'est un triumvirat qui gère le parti. Mais fort malheureusement, ils ont pris une décision exceptionnelle, non statutaire et non réglementaire, pour nommer un président AI. Et la personne du président AI, c'était le secrétaire général. Et ce secrétaire général qui assumait l'intérim du président empêché, a pris une décision en tant que président foule pour nommer cette fois-là un secrétaire général, en oubliant que sa fonction de secrétaire général a fait de lui président AI. En nommant son secrétaire général, c'est-à-dire il annule par un acte non conforme l'acte faisant de lui secrétaire général qui lui aurait donné la possibilité d'être président AI. Et ce qui fait que le secrétaire général informellement nommé a eu aussi à assumer la fonction de président AI et il a été désigné par Devoise Cabreuse. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, on ne peut plus parler de l'UDPS parce que l'UDPS n'existait plus. Sur quel plan? Mais justement parce qu'ils ne sont pas dans la conformité, du règlement intérieur et des statuts. L'UDPS n'existe plus. Parce que quand on parle d'un parti politique, c'est-à-dire on parle de statut, l'organisation politique, la philosophie, la pensée politique partagée. Mais si vous n'êtes plus dans cette pensée-là, ce n'est plus le même parti. C'est comme chez vous, quand vous commencez vos émissions, et d'ailleurs tout le monde l'a constaté, vous êtes généralement en noir-blanc, c'est ça votre philosophie, et derrière il y a un fond, et si on change de fond, ce n'est plus la même organisation. Si on change de philosophie, et d'ailleurs même la coiffure aussi, je vois qu'il y a quand même une identité que vous êtes donnée, mais si vous changez d'identité, vous commencez à vous mettre en soutane.
ne me dites pas que ça sera toujours politiquement. C'est-à-dire que Ouais. vous allez changer parce que la philosophie de départ n'est plus celle qui est mise en évidence. Tout à fait. Donc l'UDPS n'existe plus. Ça, c'est un club d'amis, une association socio-culturelle, justement pour accompagner les actions de Félix Tshisekedi. Et quelques mois avant, l'UDPS a été déchiré par des conflits à l'interne, mais la hache de guerre a finalement été déterrée. Ah bon, vous voulez Il y dire sur a base de quoi, des s'il vous plaît? Obizibou qui ne se réclament plus comme secrétaire général du parti depuis sa nomination à la présidence de la République. Il fait 2 ans partie du cabinet du chef de l'État. Ils ont même été reçus, on l'a vu aux côtés de Augustin Kabouya par le professeur Eberhard Kolongué lors de consultations nationales. Et il y a accalmie, tous émettent aujourd'hui sur une même longueur d'onde. Donc les esprits se sont rabibochés et c'est en perspective de enjeux qui se pointent à l'horizon. Bon, ce qui est vrai, dans ma manière d'analyser, je confronte les faits aux normes. Je ne confronte pas le fait aux faits. Que disent les dispositions statutaires et réglementaires? Parce que même s'ils ne sont pas en conflit entre les deux, mais ils sont en conflit avec les règlements intérieurs et les statuts. Quel est le rôle d'un secrétaire général d'un parti politique comme l'UDPS? Quel est son rôle? Quel est le rôle d'un président AI? C'est dans quelle disposition des statuts et du règlement intérieur? Parce que vous allez vous rendre compte que, comme je l'ai dit, le parti a déraillé. Ce n'est plus le même parti. Ils sont en conflit avec les statuts et les règlements intérieurs. Même s'ils n'ont pas de conflit, bon, il y a certainement des conflits latents, des conflits qui sont voilés. Mais qui sont évanescents à ce jour. Mais ce qui est vrai, la plus grande crise dans l'UDPS, c'est la crise de non-respect des statuts et du règlement intérieur. Allez, en parlant de vous, qu'est-ce que vous avez appris de votre passage dans tout ce parti politique jusqu'à arriver à la création de l'EBAT? Bon, déjà, quand j'étais dans la société civile, nous sommes battus pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous avons pu comprendre les réalités socio-économiques de la population. L'essentiel de femmes qui souffrent, ce sont des femmes veuves, et l'essentiel des enfants qui souffrent, ce sont des enfants orphelins. Ce n'est pas l'innovation du régime Tshisekedi. Pardon? La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas l'innovation du régime Tshisekedi. Non, mais il n'y a même pas de régime Tshisekedi. Et la gratuité de l'enseignement, c'est un projet de société dans la Constitution. À l'époque, je pense que lui, il était préoccupé à vendre ou à acheter. Vous savez ce qu'il faisait. Donc, moi, je pense que la société civile m'a permis à pénétrer le problème de la population. Je suis arrivé au niveau de FONUS. FONUS a eu à migrer d'un parti de l'opposition, du pouvoir de l'opposition. Voyez-vous, cela m'a permis d'avoir une idée large sur le comportement de l'opposition, le comportement du pouvoir et la vraie qualité de la classe politique. J'ai repris la politique, comme je l'ai dit, en 2011 en intégrant Panader. Dans Panader, j'ai appris l'administration. Comment on gère dans l'État. Parce que dans FONUS, on était plus focus sur la mobilisation, sur les déclarations. Mais dans Panader, nous avons appris l'administration publique. Voyez-vous, nous avons appris l'administration publique du fait que le président du parti ou la personne qui a été hissée à la fonction du président du parti était un administratif. C'est un secrétaire général retraité. Okay. Il a travaillé dans l'administration, c'est lui qui nous a initiés dans l'administration, c'est lui qui nous a initiés dans la fonctionnalité de l'État au niveau gouvernemental, c'est lui qui nous a donné la possibilité de travailler dans certaines structures étatiques. Voyez-vous, c'est-à-dire que je connais la politique de la rue, je connais la politique institutionnelle et c'est là à forger ce que je suis aujourd'hui. Okay. Au-delà du fait que j'ai eu à suivre plusieurs autres formations, en dehors de l'économie, j'ai mes brevets, je crois 16, il y en avait 15, maintenant c'est 16. J'ai plusieurs brevets et la pratique que j'ai eu à exercer, ça m'a permis de forger
le personnage que vous avez en face de vous. Vous prenez, par exemple, j'étais conseiller au niveau provincial. Vous, conseiller, consultant au niveau provincial. Du gouvernement provincial. Je comprends. J'étais chargé d'études au niveau du gouvernement national et à la fin, conseiller. Voyez-vous, j'ai participé dans la rédaction, dans l'élaboration de certains projets qui sont utilisés aujourd'hui. Par exemple, le PINIA, pour le plan national d'investissement agricole. J'ai eu à participer en tant que consultant. Tout ça, c'est grâce aux fonctions que j'ai eu à assumer. J'ai eu à travailler dans la création du ministère de pêche et élevage. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans chaque partie, j'ai eu à tirer quelque chose. Tout ce qui est comme stratégie de mobilisation, stratégie de communication, c'est plus avec Olengankoy. Et vous, tout ce qui est l'imprégnation de problèmes de la population, c'est grâce à la société civile. C'est-à-dire que je connais l'opposition, la majorité et la société civile. Ce qui fait de moi, ça fait de vous un acteur complet et qui sait appréhender effectivement, les différentes situations. Et en conclusion, c'est que j'ai compris. La classe politique n'est pas digne de confiance. Donc, voilà pourquoi je me bats pour qu'il y ait le renouvellement de la classe politique. Parce que personne ne dira que je ne le connais pas. Et quand vous parlez du renouvellement de la classe politique, à quoi faites-vous allusion? Non, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle vision, une autre perception de choses. Il faut qu'il y ait de nouveaux gens. Parce que je connais... Est-ce que ce n'est pas un problème de système? Plutôt, il faut démanteler le système au lieu de chercher à remplacer ceux qui sont peut-être dans l'arène ou dans la sphère politique par de nouvelles personnes, mais qui garderont en elles le vieux système qui nous a plongé ou qui a fait engluer les pays. Non, mais vous n'avez pas totalement tort, d'autant plus que le système a tendance à engloutiner toute pensée innovante dans le pays. Mais attention, le système n'est qu'un ensemble d'éléments qui interagissent. Ce sont ces individus-là qui constituent en fait le système. Voyez-vous? Parce que quand vous confrontez les lois de la République et ce qu'il y a, vous allez vous rendre compte que la dimension anthropologique a tendance à surplomber le texte et les lois. Je voudrais que la jeunesse de mon pays, ou les gens qui veulent adhérer dans la politique active, puissent avoir une autre perception que ce que nous avons. La classe politique actuelle, c'est une classe politique de compromission. Voilà pourquoi vous trouvez, aujourd'hui, on considère un grand politicien celui qui a la capacité de corrompre la population à venir dans ses activités. Celui qui a l'argent. Or, nous, dans notre perception actuelle, parce que nous nous sommes rendus compte que l'essentiel de ce que vous voyez là n'ont pas de vision sur le Congo. Nous voulons que la nouvelle classe politique soit constituée de personnes qui sont porteuses de vision claire. Pas une vision secteur. Non, il faudrait tenir compte de la transversalité de la question. Parce que vous ne pouvez pas être juriste et prétendre être bon politicien. Ça ne peut pas se faire. La politique exige à ce que vous ayez une compétence transversale, pas seulement disciplinaire. Vous devez avoir un domaine de prédilection, mais vous devez comprendre les méandres de la fonctionnalité de l'État en prenant en compte sa complexité. C'est-à-dire avoir les notions du droit. Effectivement, voilà pourquoi j'ai dit un bon politicien, c'est d'abord un ignorant qui connaît peu sur tout. Il faut connaître peu sur tout. Mais aussi avoir un domaine de prédilection, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, vous avez votre adresse scientifique. Par exemple, vous avez fait le droit, mais vous devez avoir des notions sur les finances publiques. Vous devez avoir des notions sur l'administration publique. Vous devez avoir des notions sur la défense. Parce que demain, sécurité. Vous êtes appelé à gérer. Exactement. Et vous allez faire face à plusieurs questions. Qui s'entremêlent. Mais si vous n'avez une seule discipline de formation, vous êtes cuit, vous êtes bloqué. Est-ce qu'à la 10e rue, on comprend les choses de cette façon? Non, mais la 10e rue, je dirais, ils ont... Bon, moi, je comprends le contexte. Là, maintenant, j'entre dans la psychologie. Voyez-vous, je comprends. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans le contexte de la création de l'UDPS, ils avaient plus besoin de voyous et de l'élite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu l'élite, mais il y a eu plus de voyous.
ces élites-là n'ont pas supporté la mutation qui a eu. Parce que, nous devons nous le dire, aujourd'hui, l'UDPS est connu par les actions de la rue. L'UDPS n'est pas connu par les débats de société. Parce que justement, ceux qui étaient là au départ étaient dans une approche élitiste. Le fait seulement que mais dites la pas qu'il n'y popularité... avait pas de cerveau à l'IDPS, il y en avait. Non, mais effectivement, voilà, je dis, ils avaient une tendance élitiste au départ. Au départ. Du fait que c'était, bon, appelons-leur comme ça, la crème intellectuelle qui constituait le statut du parti. Vous prenez comme l'Iyaou, vous prenez tous ces papas-là, étaient effectivement des gens qui avaient la science, ou certains, et qui avaient aussi la maîtrise de procédés de gouvernance, parce qu'ils sortaient du MPR. Mais maintenant, pour confirmer leur ancrage, ils avaient besoin de mobilisateurs. Alors, le fait seulement qu'ils ont donné l'illusion d'être un parti démocratique, c'est la loi du plus grand nombre. Ce n'était plus la loi quantitative. C'est comme ça que l'UDPS est devenu un parti de masse. Est devenu un parti de masse. Et cette mutation a chassé pratiquement la qualité pour avoir ce que vous avez. Parce que le débat est sorti par la fenêtre. Effectivement. Je ne voudrais pas utiliser de gros mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, après s'être mioué en parti de masse, ils ont accédé au pouvoir. Mais ils n'ont pas su mettre en place la bonne stratégie pour faciliter la mutation vers un parti mixte, c'est-à-dire élitiste et de masse. C'est ce qui a bloqué. Voilà pourquoi vous trouvez des gens comme Kabouya devenir secrétaire général. Parce que déjà à l'origine... Non, il est là au nom du combat. Non, mais voilà, vous confirmez ce que j'ai dit. C'est-à-dire que on les récompense par rapport au militantisme. Pas seulement, pas que ça. Il y a quoi d'autre? Ah, ouais. Il vous sera difficile de démontrer les Sacré Alain Bolodjoa sur Politicon. Allez, mis à part votre qualité d'acteur politique de premier plan aujourd'hui, je prends ce courage de le dire, aussi cette qualité d'analyste de questions politiques, tatillon dans ce que vous faites. Vous êtes aussi un écrivain. Ça, c'est une qualité de vous dont très peu en parlent. Et les derniers ouvrages que vous avez écrits datent de quand? Ce qui est déjà publié. Ouais. 2022 avec Harmattan. Avec Harmattan. Oui. Et vous avez écrit sur quoi? Bon, il y a du tout là-dedans. Ok. Le livre est intitulé « Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques ». Je vois certains écologiques dire « Non, voilà, tu as fait notre travail ». Les économistes disent « Non, voilà, tu es resté dans notre identité ». Mais alors qu'en réalité, j'ai embrassé les deux à la fois. Okay. C'est-à-dire j'ai fait une analyse croisée. C'est ce qu'il n'y a pas assez dans notre pays. Vous allez vous rendre compte que l'essentiel de ceux qui sont promus, c'est justement, dans ce secteur, c'est justement parce qu'ils maîtrisent l'écologie. Eux sont ceux qui maîtrisent les deux. Okay. Je crois que dans notre pays, parmi les grands, il y a Mpanou qui est aujourd'hui nommé par M. Félix Tshisekedi. Je crois qu'il doit être l'un de ses conseillers principaux ou quelque chose. Il est parmi les rares spécialistes qui ont fait une analyse croisée sur les enjeux écologiques et économiques. Parce que l'écologie, c'est ce qui est naturel. Voyez-vous? Mais cette écologie fournit à la société les besoins essentiels pour la survie, pour le développement. Donc, vous ne pouvez pas seulement vous limiter dans l'approche écologique de la question sur le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Il faudrait intégrer la donne économique parce que l'économie a tendance à utiliser les ressources naturelles pour fournir le marché. Mais si vous n'arrivez pas à intégrer la dimension écologique, vous risquez de mettre en exergue la préservation comme priorité. Okay. Or, nous avons voulu démontrer que la préservation de l'environnement a une incidence sur les conditions de vie de la population. C'est-à-dire, la population n'ayant pas accès
aux ressources forestières, naturellement, cette population est condamnée à la précarité. Alors, nous avons démontré dans ces livres que les gens n'ont pas la culture de lire. Que nous recommandons vivement à tout le monde, même à ceux qui nous suivent depuis la 10e rue. Nous avons démontré que la dégradation de l'environnement et la pauvreté sont deux phénomènes auto-entretenus. Okay. C'est-à-dire, en cherchant à assouvir le besoin existentiel de manière irrationnelle, on détruit l'environnement. En détruisant l'environnement, on crée la raréfaction. En créant la raréfaction, il y aura éventuellement augmentation de besoins, et ainsi de suite. Et si vous mettez l'accent sur la préservation, vous condamnez la population dans la pauvreté. Il faudrait maintenant trouver les justes milieux. Et le juste milieu, selon vous, justes milieux, c'est-à-dire une exploitation rationnelle. Vous exploitez, mais vous tenez aussi compte de la préservation. Parce que la préservation va au-delà de notre génération. Voilà pourquoi le terme développement durable intervient. C'est-à-dire qu'on songe aussi aux générations futures. Pas seulement le futur lointain, même le futur demain. C'est-à-dire, si on arrivait à couper tous les arbres, savez-vous que ça va créer la désertification? Attention, la forêt et l'eau sont liées. C'est-à-dire que s'il y a un problème de végétation, il y aura un problème hydraulique. On va perdre tout ce que nous avons. Et la vie sera difficile parce que ça va augmenter la température et tout ça. Vous comprenez que nous avons voulu faire une sorte de mixture entre les réflexes écologiques et les réflexes. Voilà pourquoi nous avons dit forêt congolaise, conflit nébuleux. Un conflit qui n'est pas bien compris. C'est ce qui fait que nous avons plaidé pour la diversification de l'économie, mais aussi pour la prise en compte au niveau international de ces questions-là. Je me vois en droit d'aller faire des recherches pour revenir sur cette question très spécifique avec Alain Bolo-Odua. Oui, ce sont des questions qui sont rarement abordées sur un plateau de télé quand même. On reste dans le débat politicien, dans la politique politicienne, malheureusement. Oui, mais pour se conformer aux exigences de Félix Tshisekedi, parce que lui, tout ce qui est technique, ça le concerne. On va certainement y arriver, Dieu le voulant. Alors, on parle de consultation, fil de consultation. L'objectif a-t-il été atteint? Est-ce que pour vous, à ce jour, quel est le sentiment que vous gardez? Un sentiment de satisfaction, un devoir accompli pour l'Union sacrée ou pour ceux qui ont initié ces consultations nationales en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale? Nous partons de la consultation à la compromission. Apparemment, c'est ça le résumé, c'est ça la conclusion en fait. C'est-à-dire, ils ont présenté dans l'opinion qu'ils cherchaient à faire une consultation pour renforcer la cohésion nationale. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, c'est plus la compromission et non la consultation. Ils ont appelé les gens à se compromettre. Voilà pourquoi ils n'ont pas su atteindre leur objectif. S'il fallait renforcer la cohésion nationale, ils ciblaient qui? Qu'est-ce qu'ils se sont dit au départ et qui pensent aujourd'hui avoir atteint? Ils ont voulu nous approcher pour que nous aplanissions nos divergences. Cela n'a pas été fait. Parce que tous ceux qui ne partageaient pas leur vision n'ont pas été compromis, pour ne pas dire consultés. Parce que dans la classe politique, nous avons deux blocs. Bloc FCC sous le leadership de M. Joseph Kabila, bloc Ensemble sous le leadership de M. Moïse Katumbi, bloc Lamouka sous le leadership de M. Fayoulou, et les autres. Voyez-vous, nous nous retrouvons dans ces autres-là. Alors, qui d'entre ces leaders a été consulté? Qui a donné son aval pour la suite? Parce que la consultation devait conduire à quelque chose. Mais jusque-là, il n'y a rien. Donc, vous comprenez que c'était du gâchis. Ils ont consommé le fonds public et même le temps public. C'est une ressource.
l'État vient de perdre comme ça près de 21 jours, va perdre 21 jours pour ne rien obtenir. Mais ce que nous avons compris, cela nous a permis de confirmer qu'effectivement, ils étaient trop pressés. La cohésion qu'ils devaient d'abord rechercher, c'est la cohésion union sacrée. Parce que nous avons senti... Vous vous êtes rendu compte qu'il y a de sérieux problèmes au sein de l'union sacrée? Il y a plus de problèmes au sein de l'union dite sacrée que partout ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas la même vision. Vous pouvez donc, avant de rallier d'autres soutiens, on devrait commencer par à l'interne. Non, mais vous l'avez vous-même aussi dit. Quand vous parliez de l'UDPS, il y a eu combien de délégations de l'UDPS reçues? 2. Vous comprenez? Il y a eu plusieurs autres personnalités qui se sont défilées dans plusieurs casquettes à la fois. Vous avez parlé de l'UDPS. L'UDPS est venu. Il y a eu la coordination ou le présidium comment on appelle ça, de l'Union sacrée. Il y a eu le parti pris de manière singulière, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés en parti politique et non en comment on appelle ça, en coalition Union sacrée. Voyez-vous? Et dans leur dire, nous nous sommes rendus compte que chacun voulait tirer la couverture de son côté. Vous voyez par exemple certains vous dire non, voilà, on doit tenir compte de poids politique. C'est-à-dire que vous voulez mettre en place un gouvernement, tenez compte de nos poids politiques parce que la fois passée, vous n'avez pas tenu compte de ça. D'autres disent il faut tenir compte de la compétence parce que ce que vous avez présenté n'était pas compétent. C'est-à-dire qu'ils n'ont abordé que le problème qui le concerne. Alors, nous allons nous mettre autour d'une table, pas avec eux. Si on va se mettre autour d'une table, ça sera union sacrée contre l'opposition et la société civile. Mais fort malheureusement, eux-mêmes n'ont pas une pensée unique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'unité. Ils sont ensemble, mais ils sont plus divisés. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement, des incompétents, choisis par eux. Ils s'en plaignent. Vous avez des gens qui devaient mériter 4 ou 5 ministères, ils n'en ont que 2. Ils s'en plaignent. C'est-à-dire que leur problème justifie la crise. C'est-à-dire, en réalité, au départ, ils ne devaient pas chercher la solution dans l'opposition, mais plutôt commencer par eux. Ce sont eux qui ont placé les mauvais gouverneurs, les membres du gouvernement. Et c'est ça qui justifie la grogne sociale qu'il y a. Si la population s'est plainte, c'est justement parce qu'il y a des ministres incompétents. Ils l'ont dit eux-mêmes. Si les gens ne s'entendent pas, il y a des conflits au niveau de la société, c'est parce que ce sont eux qui posent des actes. C'est-à-dire, vous avez Bahati, qui crée des conflits avec Kamere, vous avez Mbosso qui crée des problèmes avec Kamere. Alors prenez ces triangles-là. Si Bahati a des problèmes avec Kamere, les deux sont ressortissants du Sud Kivu, n'est-ce pas? Ils sont tous des bâchés. C'est-à-dire qu'il y a tendance en termes de clans. Ça crée des conflits entre les deux. Parce que les ressortissants du village de Kamere auront tendance à soutenir leur frère contre l'autre frère de la même province. Vous prenez Kamere et Mbosso. Kamere est ressortissant du Sud Kivu. Il est Chouaïluphone. Mbosso est Nekongo, c'est-à-dire Mukongophone. Et ça crée des conflits. Ça fait que les Chouaïluphone et les Nekongo ont des conflits parce que Kamere et Mbosso ne s'entendent pas. Voilà pourquoi vous trouvez dans les chaînes de télévision, il y a plus de débats du genre Kamere a fait ceci, Mbosso a fait cela. Et en s'entretuant, ils amplifient davantage la crise. Et ils mettent en mal la coexistence pacifique. Vous prenez les autres là, de conflits et tout ça. Donc, ce sont eux qui sont problème. Alors, la grande réflexion, si nous voulons avoir la cohésion nationale, commençons par eux. Parce que si eux agissaient normalement, ils avaient moins de conflits, je suis sûr et certain, l'opposition n'aura même pas de sens. Pourquoi nous nous plaignons? Parce qu'il y a grogne sociale. Mais malgré toute sévérité que vous dites sur l'union sacrée, ils ont tenu jusqu'à la fin, pendant 21 jours. On a vu des personnalités défiler et même certains membres de l'opposition qui ont été reçus, comme Néné Nkoulou, comme Maître Jeannot Lopembe et la société civile aussi.
Non, mais la société civile, je peux comprendre. Mais l'opposition comme qui, s'il vous plaît? Néné Koulou, qui était Néné Koulou, anciennement cadre du FCC. Celle qui était arrêtée. Effectivement. Avec dont le mari a été libéré. Et quand elle est sortie, elle était de quel parti? De quelle organisation politique? FCC. Ah, elle était du FCC. Et elle est partie se faire consulter sans l'avis favorable du FCC. Non, elle a son propre parti. Ah, elle a son propre parti. C'est-à-dire qu'elle s'est détachée du FCC. Elle s'est détachée du FCC. Depuis quand? Elle s'opposait où? Depuis quelques mois déjà. Oui, voilà, quelques mois. La consultation vient de se passer, mais elle était déjà loin de l'opposition. Parce que je connais des gens qui s'opposaient contre les opposants et non contre le pouvoir. Je prends l'exemple de Mouzitou. Donnez-moi cette déclaration de Mouzitou où il s'opposait contre la gouvernance. Il n'y en a plus, en fait. S'opposer à la gouvernance doit passer nécessairement par quoi? Par des diatribes? Non, par des critiques acerbes comme vous essayez de les faire? Non, le problème, non, nous ne sommes pas dans ça. Quand je parle de vous, je vois l'opposition. Non, mais attendez, nous sommes dans la loi. Ceux qui partagent la vision du gouvernement ne peuvent pas se déclarer de l'opposition. C'est la loi qui l'a dit. Vous ne pouvez pas vous proclamer aujourd'hui opposant alors que vous soutenez la vision. Le bilan est largement positif. L'État a mobilisé autant d'argent. Il y a de bonnes réalisations. Nous devons accompagner les chefs de l'État. Vous n'êtes pas opposant. Soyons sérieux. Parce qu'il faut d'abord s'opposer pour avoir la qualité d'opposant. Si vous êtes d'accord sur ce qui s'est fait, ne vous présentez pas comme opposant. Le problème avec l'opposition au Congo, c'est que vous vous opposez à tout. Vous n'êtes pas au pouvoir. C'est ça la nuance. Il y a de ceux qui sont du pouvoir sans nécessairement avoir le pouvoir. C'est par exemple Mouzitou était du pouvoir, mais il n'avait pas le pouvoir. Aujourd'hui, il négocie pour entrer par la grande porte. Est-ce qu'on ne peut pas être l'opposition et dire ce qui est mieux fait ou bien fait par le pouvoir? Lorsqu'on parle généralement opposition, on attend à ce que vous puissiez être virulent contre le pouvoir ou le pouvoir institutionnel. L'opposition voudrait ou pourrait dire aussi réfléchir ou s'opposer, mais pas à tout. Non, mais effectivement, on ne peut pas s'opposer à tout. Je sais que mais la tendance est parfois contraire, loin de ça. Non, le problème, c'est que dans la plupart des cas, les gens ne savent pas évaluer la gouvernance. Je vous donne juste un cas. C'est le plus grand piège. Non, mais effectivement, c'est ça la grande faiblesse. Je vous donne juste un cas. Félix Séké prend l'initiative de la gratuité. Vous savez que c'est constitutionnel. Vous savez que c'est une réforme. Vous savez que ça a commencé avant qu'il ne vienne. Il a présenté disant que c'est lui qui en était l'initiateur. Les gens ont applaudi. Mais moi, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à la gouvernance, la grande question que je veux me poser, quel est le mécanisme de pérennisation de ce qui s'est fait? Parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer la gratuité des enseignements, mais il faudrait nous donner le procédé, le mécanisme que vous avez pu mettre en place pour y arriver. Parce que la finalité de l'action pédagogique n'est pas d'avoir plus d'élèves détenteurs de diplômes ou de non. C'est la transformation de l'homme sur le plan qualitatif. Parce que dans l'action pédagogique, la première des questions que l'on se pose dans le processus d'enseignement-apprentissage, quel type d'homme voulons-nous former? C'est-à-dire, ce n'est pas en termes de nombre, mais en termes de qualité. Parce que la finalité de tout ça, c'est donner à la société des hommes de qualité. Quel est le programme qui est appliqué? Comment arrivons-nous à mobiliser le fonds? Comment arrivons-nous à affecter? Comment gérons-nous le personnel? Comment gérons-nous le besoin en infrastructure? Il n'y en a pas. Vous applaudissez le fait d'avoir déclaré, mais moi je me dis, il n'a pas respecté les procédés de gouvernance. Je m'oppose à cette pratique parce que je sais que si aujourd'hui on bloquait le mécanisme de financement, parce que là nous sommes dans un monde aléatoire, on ne sait pas d'où vient l'argent. On doit aller quémander. Cher ami, je ne peux pas faire entrer mes enfants à l'école sans avoir des garanties sur le source de financement. Aujourd'hui, vos enfants ne sont pas dans une école publique? Non, mes enfants sont dans une école publique, que ce soit ceux qui ont fini le cycle primaire humanité, qui sont à l'université, tous sont passés par les écoles publiques. Depuis le premier enfant jusqu'à aujourd'hui, je paye le Minerval. Même ceux qui sont à l'école primaire, nous payons.
nous payons. Et- Je n'ai jamais bénéficié de l'accompagnement de l'État en tant que tel. Sauf peut-être les cadres qu'on me donne. Parce Je que- me souviens. Parce que la souviens. gratuité a été À 3 fois. combattue par certains Non, mais justement parce que individus, c'était irréfléchi. notamment l'Église catholique. Non, l'Église catholique n'a jamais combattu la gratuité. L'Église catholique a lancé des alertes. Parce que généralement, dans le politique cosmétique, on donne l'impression que tout ce qui est gratuit est bon. Aujourd'hui, moi, en tant que quelqu'un qui a des notions de la psychopéda, je peux vous certifier aujourd'hui, c'est un crime pédagogique. Alors, je tiens à vous dire, depuis que je suis parent, l'État m'a accompagné de 3 fois. Je me souviens, il y a eu distribution des kits scolaires. Une fois, on a présenté le gouvernement. 2 fois, on a présenté Maman Olive. 2 fois, on a donné à nos enfants des sacs. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Seventh Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement. Création complète de votre chaîne YouTube. Gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. L'artère centrale de Kindu. Un géant congolais a pris ses quartiers dans cette villa. Voici le siège local du DRC Gold Trading dans le Maniema. Inauguré il y a tout juste une semaine, ces locaux n'ont pas chômé. Dans cette enveloppe inviolable, le gouverneur des provinces remet symboliquement au DGA de DRC Gold 50 kilos d'or réalisés en un temps record. Nous prenons la parole au nom de son Excellence, Maître Joseph Kazibaziba, directeur général de DRC Gold Trading, actuellement pris par d'autres charges d'État et qui ardemment avait souhaité prendre personnellement part à cette cérémonie, à peine mise en place. Et en dépit des difficultés d'ordre opérationnel, DRC Gold Trading est heureuse de vous annoncer qu'il sera procédé ce jour à l'exportation via le circuit officiel de près de 50 kilos d'or répartis en 2 lots. Chaque lot, bien sûr, comprenant 25 kilos. 50 kilos en une semaine. Exploit et signe de fierté pour le Maniema qui n'avait jamais exporté le moindre gramme d'or depuis des lustres. Pour marquer la cérémonie de lancement de cette première exportation officielle, DRC a sorti le grand jeu. Autorités politiques, chefs religieux, activistes de la société civile et négociants ont été conviés à la cérémonie parce que l'entreprise tient à jouer la carte de la transparence. L'événement de ce jour est très particulier dans l'histoire de la province du Maniema qui, en dépit d'énormes potentialités minières et d'intenses activités d'exploitation artisanale et à petite échelle, n'a pas, jusqu'à présent, exporté un seul gramme d'or au cours des années dernières à cause d'un fléau qui gangrène le secteur minier, non seulement de cette province, mais pratiquement de tout notre pays. Il s'agit essentiellement de la fraude et de la contrebande.
Fraude et contrebande, des obstacles majeurs qui font échapper chaque année du circuit officiel au moins 5000 tonnes d'or vendues illégalement dans des pays voisins. La création de l'IRC est une solution sur mesure envisagée par le chef de l'État afin que les richesses du pays profitent d'abord aux nationaux et qu'elles ne servent ni au blanchiment des capitaux, encore moins à financer du terrorisme. Le Maniema vient de réaliser un grand exploit, étant donné que DRC Gold Trading n'avait jamais eu à réunir une telle quantité dans toutes les autres provinces où elle est installée dans un temps record. À travers cette exportation, la province d'Imaniema est désormais inscrite dans les livres d'or parmi les provinces qui produisent et exportent de l'or. Mes remerciements s'adressent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris l'initiative de créer la société DRC Gold Trading. Je le dis sans peur d'être contredit, c'est parmi les meilleures décisions économiques qu'ait prises les chefs de l'État durant ce mandat. Pour 2025, DRC Gold Trading nourrit l'ambition d'exporter au minimum 16 tonnes d'or d'extraction et à petite échelle. Ça représente près d'1,5 milliard de dollars. Il faut dire qu'après la fermeture de ces bureaux de Bukavu suite à la guerre, la société, déjà présente à Kalemi, Buta et Siribunia, compte miser sur Kindu au regard de ses premières statistiques encourageantes. Les succès de l'ex-primaire à Gold ne se limitent pas qu'à la traçabilité. L'entreprise a également permis une meilleure redistribution de revenus au profit des exploitants artisanaux, souvent marginalisés par les circuits traditionnels. On ne le dira jamais assez. DRC Gold Trading est une société publique. L'État congolais y détient 55% de parts sociales, contre 30% pour les faux miniers et 15% pour la GECAMI. Avec l'armoirie de l'État, les sacs, il y avait des cahiers, il y avait des crayons, des stylos et ainsi de suite. 3 fois, l'État ne m'a jamais accompagné. Jamais. Même lorsqu'on avait donné les manuels scolaires, on ne nous a pas donné. Ils ont vendu ça. Et nous avons acheté dans la rue. C'est nous qui avons acheté. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'État n'a pas investi. Alors posez-moi la question. Ou je peux, si vous voulez que je pose la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait dans la gratuité? Qu'est-ce qui est fait? Dites-moi, quel est le mécanisme mis en place par Félix et qui pourrait être appliqué par un autre président? Qu'est-ce qui est fait? D'où tirons-nous le fonds pour financer la gratuité? Quelle est la programmation en termes d'infrastructure, la programmation en termes de capacité d'accueil des enfants, la programmation en termes de recyclage des enseignants, la programmation en termes de kits scolaires, tout ce qu'il y a comme intrants scolaires? Il n'y en a pas. Donc la question est complexe et on ne doit pas voir le simple fait de décréter la gratuité. Non, nous sommes dans le processus enseignement-apprentissage. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le problème financier. C'est-à-dire qu'il faut prendre dans leur complexité tous ces éléments-là. Parce qu'aujourd'hui, si Félix Tshisekedi quittait et qu'il y aurait un autre président, il doit commencer encore à analyser qu'est-ce qu'il faisait. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi est comme un parent coopérant dans l'interprétation quinoise. C'est-à-dire quelqu'un qui sort, on ne sait pas où il va, mais il ramène un sachet. C'est-à-dire on est dans l'incertitude, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. On ne peut pas être son successeur parce qu'on ne sait pas ce que papa faisait. Donc ce ne sera pas un héritage solide? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors est-ce que ce compte tenu de toutes ces pesanteurs que les anciens régimes n'ont pas pu décréter sur l'étendue nationale la gratuité, l'enseignement des bases? Il y a un coût. Il y a un coût, il y a la transversalité de la question. On devait faire ça de manière schématique, de manière séquentielle, de manière à faire en sorte que cela n'ait pas une incidence sur le budget. Je vous donne juste le départ. Très rapidement. Quand M. Félix Tshisekedi avait lancé la gratuité, le coût de la gratuité était estimé à combien? 2,6 milliards. Je prends ici à témoin Emery Okunju qui était ministre en charge de l'EPST de l'époque. 2,6 milliards de dollars. Comment mobiliser les 2 milliards chaque année? Non. Comment mobiliser les 2,6 milliards et en prenant en compte l'accroissement
de besoins par rapport à la progression démographique. Attention, quand vous êtes dans les prévisions, on tient compte de tout, même de variables aléatoires. Les 2 milliards peuvent être revus à la hausse, selon l'évolution démographique. Généralement à la hausse. Parce que là, c'était par rapport au fonctionnement. Mais il fallait tenir compte de la progression démographique. Parce que chaque année, il y a 3,3% de la population qui s'ajoute. C'est-à-dire qu'il y a des naissances. Voyez-vous? Après chaque 5 ans, il y a une augmentation de la demande en scolarisation. Après chaque année, il y a 800 000 élèves qui quittent le cycle de EPST pour aller vers l'université. C'est comme ça qu'on organise les examens d'État. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de la déperdition scolaire. Il y a des enfants qui commencent et qui s'arrêtent. Tous ces éléments-là. Il faut recycler les enseignants. Ajouter le nombre de salles, le nombre d'enseignants. C'est ça la politique. Donc c'est un travail qui doit être fait de manière continue. Ça, c'est de la racaille. C'est-à-dire qu'on vient, on dit non, voilà, je vais organiser une fête. Alors, mais il faut restons sur la consultation. Qu'est-ce qui rassure alors, au regard des analyses faites tout à l'heure, que le gouvernement qui sera mis en place sera même d'en finir avec cette crise persistante dans l'Est du pays? S'il faudra avoir un gouvernement de combien de membres, de quel profil et pour quel objectif? Cher ami, qu'est-ce qui a changé? La première ministre a été consultée par un conseiller. Voyez-vous? C'est-à-dire un conseiller qui consulte le premier ministre. Elle a reçu délégation du pouvoir ou du mandat du chef de l'État. Non, mais le chef de l'État n'a pas un pouvoir supraconstitutionnel. La fonction du Premier ministre est constitutionnelle. L'émission du Premier ministre est constitutionnelle. Attention! Vous voyez, nous sommes indisciplinés, si je peux le dire. C'est-à-dire que le fait seulement que nous vivons dans l'indiscipline, on pense que tout ce que Félix Séké dit à force de loi. Comment peut-on consulter quelqu'un dont la mission tire sa substance de la Constitution? Par l'oralité. Félix Séké n'a jamais pris une ordonnance. Il n'a pas pris d'ordonnance. C'est par oralité. Il peut aussi nier l'avoir dit. Il va vous dire non, ils n'ont pas compris ce que je voulais. Parce que tels qu'ils font leurs aventures là, on a deux possibilités. Soit remaniement, soit changement du gouvernement. La dame n'ayant pas démissionné, elle est encore là. Voyez-vous? Elle est là. Elle continue à poser des actes. S'il y aura remaniement, c'est elle qui doit faire ça. Quelle est la base philosophique du futur gouvernement? Sur base de quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme innovation? Parce que là, je vois, on est en train de recruter les gens. On recrute, mais on n'a pas changé la philosophie de la gestion du pays et la philosophie du fonctionnement de ces fameux gouvernements. À la fin, Union Sacrée aura certains postes, Lompempe, Mouzitou, Yves Mpunga, et Madame Nenen Koulou et les autres vont intégrer, mais dans le même désordre. Parce que si le gouvernement qui doit sortir a fauté, a échoué, mais vous ne savez même pas pourquoi ce gouvernement a-t-il échoué. Et vous ajoutez d'autres éléments. Ils vont échouer. Ne rêvez même pas, ils vont échouer. Parce que le manque d'harmonie, le manque de sérieuxité dans ce qu'ils font, témoigne déjà à coup sûr qu'ils vont échouer. C'est prévisible donc pour vous l'échec même du prochain gouvernement qui sera mis en place? Non, le problème c'est que je me rends compte qu'ils n'ont pas la volonté de bien comprendre les choses. Attention, si vous avez un gouvernement, des institutions instables, ça privilégie ceux qui ont pris des armes. Attention, vous pouvez être surpris que la mise en place de ces gouvernements plus ajouter de l'eau au moulin de ceux qui sont de l'autre côté. Supposons qu'aujourd'hui, Bahati ne se retrouvait pas. Ou qu'on faisait partie un ministre de sa bande, de sa famille. Ça va créer des frustrations et cela aura aussi une incidence par rapport à ceux qui vivent là-bas. Voyez-vous? Qu'est-ce qui devait être fait alors pour lancer un signal fort à tous ceux qui sont dans la rébellion? Non, moi je n'ai même pas besoin qu'on lance un message. Mais je voudrais justement nous alerter par rapport aux maladresses que je constate. Non, je parle du signal ou du message qu'on pourrait lancer pour essayer d'estomper quelque peu la progression de ces moi, je ne suis pas dans ça. Nous sommes en train d'analyser. Ce qui est vrai, tel que nous sommes là, tout le monde sait que la cohésion nationale est mise en mal. Nous le savons tous. Voyez-vous?
Quels sont les procédés ou quels sont les mécanismes que nous sommes décidés de mettre sur pied? Félix Tshisekedi, dans son raisonnement, il pense qu'il fallait mettre en place un gouvernement d'union nationale. Mais ce gouvernement peut aussi être un gouvernement de désignants. Ça peut créer plus de divisions que l'unité. Parce que la base, déjà au départ, pose problème. Alors, essayez de vous imaginer si on prenait le frustré de l'union sacrée, on ajoutait à nous autres qui sommes dans l'opposition, ça va à coup sûr donner de la chance à ceux qui ont pris des armes. C'est-à-dire que il n'y a pas de tact, il n'y a pas d'intelligence qui accompagne le raisonnement. C'est-à-dire qu'en cherchant à trouver solution à un problème, vous pouvez en créer d'autres pour renforcer davantage le problème que vous voulez résoudre. Donc, mieux serait de privilégier la démarche de père spirituel et c'est ça, Senko, même si, là aussi, il faut noter qu'ils n'ont pas pris en compte la dimension anthropologique du chef de l'État. C'est ce que vous essayez vous dites de temps en temps. Ouais, mais en fait, monsieur, bon, si on me demandait de choisir entre la démarche Kolongele des tristes mémoires et la démarche ECC, Senko ECC, rationnellement, je vais opter pour la deuxième solution. Quand bien même que je ne crois pas en la capacité de Félix Tshisekedi à appliquer un texte, même si lui en était signataire. Voyez-vous? C'est-à-dire que je ne doute pas de la crédibilité de la démarche de Prélat. Mais elle est remise en question. Elle est remise en question dans le cercle du pouvoir. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui, pourquoi? Parce que moi, je connais comment ces gens-là fonctionnent. Je ne doute pas de leur démarche ou de leur crédibilité, mais je me dis, ils ont fauté quelque part. Et je ne cesserai de le dire. C'est-à-dire qu'ils croient en la bonne foi de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a pas de foi. Celui qui n'a pas de foi ne peut pas avoir de bonne ou de mauvaise foi. Non, il n'en a pas. Lui, son problème, c'est d'être là. Il est en train de négocier pour qu'il reste jusqu'en 2028. Parce que dans la folie de grandeur que nous avons constatée dans le débat, Félix Tshisekedi ne peut pas aujourd'hui nous parler de la prorogation de son mandat. Ça, c'est déjà exclu. Il n'y aura ni glissement ni glissade. Il ne va pas se présenter. Ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche maintenant à rester jusqu'en 2028. Et les prêtres peuvent lui donner cette opportunité de rester jusqu'en 2028. Sinon, il part avant 2028. Parce que la crise qu'il y a aujourd'hui, la crise militaire, cela est dû du fait que ceux qui ont pris les armes veulent le faire partir avant la fin du mandat. Et si jusqu'en 2028, les territoires restaient sous occupation du Rwanda et de ses supplétifs, et qu'à Kinshasa, on organisait les élections pour la partie qui n'est pas non occupée, et que Félix Tshisekedi essaie de se représenter, ou décide de changer la constitution. Qu'est-ce qui se passerait? Apparemment, vous êtes... vous reprenez là ma crainte. Parce que je sais que Félix Tshisekedi, son souci, c'est d'être président. Si une bonne partie du Congo partait et que lui restait président, c'est ça l'essentiel pour lui, il resterait président. Mais là où maintenant vous devez ajouter d'autres éléments. Si une bonne partie du Congo, je prends la grande partie est du Congo partait, ça va chambarder l'ordre politique, mais aussi ça va créer une incidence sur le plan financier. Parce que déjà au départ, notre économie est essentiellement extravertie et ce sont les matières, les sous-sols qui sont plus exploités. Dites-moi, quelle est l'industrie qui va prendre en charge toutes les dépenses liées dans la partie est? Dans la partie ouest? Il n'y en a pas. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas diversifié l'économie. La partie ouest n'a pas assez de ressources pour l'instant. Deuxième élément. Dans la partie ouest, il y a aussi des gens qui ont de vision, qui ont de la volonté. Personne n'acceptera qu'un président irresponsable qui a cédé une bonne partie du Congo soit candidat. En ce moment-là, il n'y aura pas que la rébellion, il y aura une guerre civile. Ça, vous devez le graver dans vos esprits. Qui va accepter d'avoir un président traître?
Vous cédez une bonne... C'est-à-dire vous divisez le Congo et vous voulez être candidat. Guerre civile, la différence, elle est où avec la rébellion? Non, la rébellion, c'est-à-dire on veut renverser l'ordre politique établi. Pour que Félix Tshisekedi s'impose dans la partie ouest, il doit utiliser la tribu. Alors, pour vous, ce qui s'est fait, c'est on est en présence d'une rébellion, d'un conflit conflit armé internationalisé ou d'une agression. Non, les choses ont évolué. Moi, j'ai parlé de l'agression. Le gouvernement aujourd'hui confirme que c'est une rébellion. Le fait d'avoir accepté d'aller dialoguer... Mais Nanga lui-même parle de la révolution. Non, lui n'a jamais été sérieux. Je pense que ce qui s'est fait aujourd'hui à Doha prouve à suffisance qu'il s'agit plutôt d'une question de rébellion. Parce que si c'était une agression, le M23 n'allait pas être les interlocuteurs de Félix Tshisekedi. Alors, je voulais revenir sur le prêtre. Vous savez pourquoi les gens de l'Union sacrée ne veulent pas la démarche de prêtre? C'est justement parce que cette démarche conduirait inéluctablement au partage du pouvoir équitable. Parce que s'il y a dialogue, le M23 aura leur quote-part. L'opposition non armée aura sa quote-part. La société civile aura sa quote-part. Il risque d'avoir ce que Kabila avait en 2003. Voyez-vous? Alors, ils font pression pour qu'ils restent dans le format actuel. Parce que dans le format actuel, on ne fait que débaucher. Ça ne sera pas un partage équitable. Et dans la gouvernance, d'après le dialogue, il y aura un compromis ou un accord politique qui va réduire le pouvoir de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi ils ont peur. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont apporté aucune solution. Voilà pourquoi ils veulent nous amener dans leur débat. Mais moi, je pense que la solution est la meilleure, en mon sens, c'est de créer en Félix Tshisekedi la capacité ou la capacité de dire « je démissionne ». S'il démissionner, on sauve la nation et on le sauve aussi. En tout cas, à mon avis, je vois cela comme construire un château en Espagne. Impossible donc d'obtenir ce que nous voulons, bien que c'est un souhait pour une frange de la population. C'est-à-dire que vous voulez confirmer ici que Félix Tshisekedi est incapable même de démissionner. Apparemment, il ne sert à rien alors. Il sert à quoi? C'est pas ce que je dis. Ne m'attribuez pas ce que je n'ai pas dit. Alors, on va donc, il est incapable de démissionner. Mais il sert à rien? Oh là là, c'est pas possible. On va chuter, on prend le tout dernier sujet. Il y a un dernier que nous n'allons pas peut-être aborder faute de temps. Le Joseph Kabila annonce un retour qui ravive les tensions au pays. Faut-il y voir une réelle volonté de sauver ce que peut l'être ou un danger? Kabila, Nanga, Félix Tshisekedi, 3 dangers pour la République. Ce sont les 3 qui ont créé les conditions qu'il y a aujourd'hui et nous pensons que son retour devait être considéré comme un non-événement. L'avantage pour lui, il a des peureux en face de lui. C'est-à-dire que l'UDPS a paniqué. Voyez-vous? En paniquant, ça donnait de la matière et les gens commencent à réfléchir. Moi, j'ai posté une photo d'un véhicule et je vois quelqu'un dire « Non, vous savez déjà que Félix Kabila va entrer par Goma. Cela va confirmer que c'est lui qui financerait le M23. » Oui, même s'il finançait le M23 ou il ne finançait pas le M23, qu'est-ce que vous faites pour les stopper? Apparemment, à cette question, personne n'y répond là. Moutamba répond à cette question. Non, Moutamba, il y a des enquêtes en cours. Non. Et au moment opportun, on le fera arrêter si possible. Non. Moutamba, il a promis d'arrêter Kagame. Qu'il fasse ça d'abord. Son chef a fléchi. Vous pensez que Kabila a le niveau de Moutamba? Vous pensez que Kabila a le niveau de Moutamba? Il y a trop d'excès des ailes. Vous savez, c'est ça la jeunesse en fait, l'immaturité. Il doit éviter d'entrer dans des guerres qui les dépassent. Il n'a pas le niveau. Vous, personnellement, comment vous comprenez son choix de rentrer par la partie orientale? Jusqu'à preuve du contraire, Kabila est congolais. Personne ne nous a démontré qu'il n'était pas congolais. Il est en droit de rentrer chez lui. S'il y avait un dossier en justice, qu'on donne le numéro du dossier. Qui a porté plainte? Qui est en train de poursuivre Kabila? Sur quel dossier? Il n'y en a pas. Lui-même a les preuves chez lui à la maison ou dans ses cheveux. Personne ne connaît si Kabila a enfreint les lois de la République. S'il doit rentrer, il doit rentrer. Et si en rentrant, il va affronter la justice ici. Alors, l'entrée, il peut entrer par Kisangani.
Apparemment, on a réhabilité l'aéroport de Kisangani. Il peut entrer par Kisangani. Comme aussi, il peut entrer par le Katanga, même si le Katanga n'est pas dans la partie est, dans le sens strict du terme. Mais il peut entrer par le Katanga parce qu'il est sorti par là. Alors, dites-nous au moins qu'est-ce que vous allez faire si Kabila entre. Parce que c'est que vous devez savoir. Kabila, c'est un ancien militaire. Kabila, c'est un politicien. Kabila, c'est un fin intellectuel. Il n'est plus le Kabila qu'il y avait avant. Il a eu à consulter des grands du monde. Il détient un accord. Dit-il, c'est sur sur leur demande ou leur... non, attendez. Il détient un accord qui les lie avec Félix Tshisekedi. Si moi, j'étais à la place de Kabila... Il se problème avec ça? Il en a. Félix Tshisekedi, c'est qu'il a un accord. Si moi, j'étais à la place de Kabila, j'allais rentrer et vous provoquer pour que vous m'arrêtiez. Et après, il y aura l'explosion. Est-ce que cette annonce déjà, ne faut pas y voir une dose de provocation? Parce non, que mais bien évidemment. Le régime a paniqué. Ah, est-ce que Kabila ne l'a-t-il pas fait à dessein? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, moi, si j'étais à sa place, j'allais annoncer et puis je vais rentrer. Quand on me disait que j'avais fui, que j'étais en exil, j'ai annoncé que j'allais rentrer, je suis rentré, je suis là. Voyez-vous? Essayez de vous imaginer. L'essentiel des officiers qui sont là, ils ont fait allégeance à Kabila. Ils sont maltraités. L'essentiel d'entre eux sont dans des prisons. Ils ont leur massoua, comme on appelle dans l'armée. Si Kabila rentre et que vous l'arrêtez sans dossier, vous l'arrêtez d'abord et puis l'homme, tout ça, il va au niveau de la Cour constitutionnelle, auprès du procureur général, auprès de la Cour constitutionnelle, pour aller déposer les éléments de preuve, alors que la loi dit la mise en accusation doit être décidée par 2/3 de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès. Mais vous l'arrêtez d'abord et puis vous ouvrez. Vous pensez, même moi qui ne soutiens pas Kabila, je vais me lever parce que vous avez violé la loi. Par rapport à tout ça, c'est compliqué ou c'est une démarche assez de la comédie pour parvenir à arrêter, à faire arrêter Kabila? C'est de la comédie. C'est que votre type l'a fait, c'est de la comédie. C'est lui qui veut arrêter Kabila, doit saisir le procureur général avec toutes les preuves. On doit commencer à enclencher le processus, l'acceptation de la mise en accusation au niveau du Parlement. Parce qu'aucun policier dans ces pays ne peut arrêter Kabila et attendre à ce que l'ordre vienne de quelque part. Il faudrait qu'il y ait un mandat. Il n'y en a pas. Les sachants, peut-être, ils s'y étaient bien préparés. Qui c'est? Kabila. Non, mais voilà, j'ai dit, il les provoque. Alors, comme vous êtes le fruit de la forfaiture, si Kabila, Nanga et Félix Tshisekedi s'entretuent, ça ne sera que justice. Parce que ce sont eux qui ont fait dérailler le pays. Allez. Mais fort malheureusement, la population va en pâtir. On est à la fin. Quel est votre vœu à ce jour? Mon vœu le plus ardent. Kabila, Nanga, Félix soient mis hors d'état de nuire. Ça, c'est mon vœu le plus ardent. Ça, c'est ma prière. Parce que s'il n'y avait pas la forfaiture le 10 janvier 2019, on n'allait pas avoir la situation que nous avons, on n'allait pas dénombrer les morts. Aujourd'hui, nous sommes en train de colmater les brèches. Ils ont détruit, ils ont fait dérailler les pays. Et nous payons le prix en termes d'argent, en termes de temps. Comment pouvez-vous expliquer? Nous venons de passer 6 ans avec le FCC Cash. Aucun grand projet structurant. Aucun Congolais ne peut dire, voilà, je me suis retrouvé. En dehors peut-être de farfelus, tous ces gens-là qui les entourent. Personne n'a bénéficié de FCC Cash. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé que Fayulu soit proclamé élu. Et voici, nous en payons le prix. Est-ce que Fayulu, parlant de lui, garde-t-il aujourd'hui le même combat ou le même idéal? Vous étiez près de lui bon, le même combat, oui et non. Oui, parce qu'il garde la même philosophie sur certaines questions. Non, parce que deux fois, il commet certaines erreurs qui favorisent ses propres ennemis. C'est Fayulu qui a fait que le PPRD puisse revivre. N'oubliez pas, lorsqu'ils avaient créé leur bloc patriotique, il a donné de l'eau au moulin du PPRD. Le PPRD était déjà parti. Dans le PPRD, il n'y avait que 4 personnes. Jimmy Kitenge, Jean-Serge Chiben, Aristote Ngarime et Papi Mbao. Et après, Ferdinand Kambere s'est ajouté, ils étaient au nombre de 5. Tous ces gens-là n'existaient plus. Deuxième erreur, le fait d'avoir accepté d'organiser une marche où Fayulu n'était pas là, mais Chadar était là. Ça, ce sont des éléments qui ont fait que le PPRD puisse se revivre. Et moi, personnellement, je n'ai pas digéré ça.
Allez, merci beaucoup Alain Bolodjoa. On aurait bien voulu continuer cette émission parce que ce que vous dites contribue au plus grand public. Malheureusement, à la télé, c'est l'État. Ouais. On ne pourra pas faire une émission de des heures. Comprenez-nous, même si vous voulez que l'on puisse parfois aller au-delà. Merci de votre confiance. Nous vous retrouvons un peu plus vite avec la même dose de plaisir. Bon week-end à tous et à chacun. Au revoir. Inch'Allah.